enchaîne directement avec notre troisième table ronde qui s'intéresse aux liens à tisser entre la recherche et l'action et comment on peut enrichir les actions de prévention à partir des enseignements de cette recherche scientifique. Alors, on a construit la table ronde avec nos intervenants en considérant deux types de travaux scientifiques qui sont complètement complémentaires. D'abord, la recherche qu'on peut qualifier de fondamentale. Et donc, nous aurons deux illustrations. Il y a des grandes enquêtes nationales sur les enfants et les parents et qui nous renseignent sur les trajectoires de vie, les besoins, ce qu'on appelle aussi au niveau statistique les déterminants, sans pour autant être nécessairement des déterminismes au niveau de l'action de terrain, mais c'est des informations qui viennent nous éclairer sur les mécanismes de l'action et qui permettent d'identifier des leviers. Et puis, de l'autre côté, la recherche qu'on qualifie d'interventionnelle et qui permet de démontrer l'efficacité des actions au travers d'évaluations qui mesurent l'impact, qui analysent, qui renseignent sur les conditions, les leviers de réussite des actions qui ont fait leurs preuves. Et au final, une recherche qui permet de produire de la connaissance qui est à la fois utile pour le porteur de projet qui est évalué sur son territoire d'intervention, pour éventuellement l'essaimage de cette action, et puis aussi qui peut venir alimenter des pistes d'action sur d'autres territoires, auprès d'autres publics, avec d'autres partenaires, et qui peuvent nécessiter une adaptation. Et on verra aussi comment on peut faire ce travail d'enrichissement ou de conception de l'action à partir des enseignements de la recherche. Donc, nous avons quatre intervenants à cette table ronde qui nous ont rejoints. Linda Latzberg, qui est chargée d'expertise scientifique au sein de l'unité périnatalité et petite enfance de la direction de la prévention et de la promotion de la santé à Santé publique France. Morgane Kitzmann, qui est chercheur, membre de l'équipe ELF, dont vous nous détaillerez l'acronyme, et donc au sein de l'INED, l'Institut national des études démographiques, et Claire Denzel et Eve-Léana Angot, qui sont toutes les deux responsables de projet à l'ANSA, et spécialistes notamment de la petite enfance. Linda Latzberg, je m'adresse à vous pour lancer cette table ronde. Vous avez mené au sein de Santé publique France l'évaluation du programme de soutien aux familles à la parentalité, PSFP, un programme qui a fait ses preuves aux États-Unis et qui a été déployé en France, en région PACA, après une phase d'adaptation. En quoi consiste ce programme et comment a-t-il été adapté? Quels sont les enseignements de l'évaluation menée en France? Bonjour, donc je suis ravie de présenter les résultats de cette évaluation. Je vais partager mon écran. Hop. Vous me dites si vous voyez mon écran. C'est parfait. Vous Vous le pouvez voyez? mettre en diapo, mais Oui, on voit très bien. hop, voilà, c'est bon. Donc, hop, je passe à la première partie. Donc, je vais vous présenter le programme de soutien aux familles et à la parentalité, qui, là, c'est le programme des 6-11 ans qui a été évalué par Santé publique France. Donc, les objectifs, donc un peu d'histoire sur ce programme. C'est un programme qui date des années 80, qui a été créé par Carol Kempfer aux États-Unis. Les objectifs étaient de soutenir les familles en travaillant sur leurs compétences, leurs pratiques parentales et la communication parent-enfant. C'est un programme qui a depuis été traduit dans de nombreuses langues. Je vous les énumère ici. Pour information, le diaporama sera accessible, je vous le laisse, donc je peux passer assez vite sur certaines diapos, mais j'ai essayé de mettre tous les éléments sur le diaporama. Donc, effectivement, c'est un programme qui a aussi évolué, puisqu'il est aujourd'hui proposé pour les enfants de 3 à 5 ans, donc les 6-11 ans, c'est le programme originel, et les adolescents 10-14 et 12-17. En France, il y a eu un gros travail de traduction et d'adaptation, donc d'adaptation contextuelle et culturelle au contexte français, qui a été mené par le CODES 06, avec lequel Santé publique France a travaillé. Il y a eu des analyses, des entretiens qui ont été menés auprès de parents et de professionnels pour vérifier si le programme était adapté aux besoins des parents et si les professionnels adhéraient aux fondamentaux du programme. Donc, ce travail de traduction et d'adaptation a été réalisé en 2011. Aujourd'hui, en France, c'est un programme qui est proposé en prévention universelle avec priorité aux quartiers prioritaires de la ville.
Et Santé publique France a donc évalué ces adaptations au contexte français en 2017 et 2019. Donc, PSFP, c'est un programme qui est structuré. Il y a une formation des professionnels qui fait partie. Il y a des adaptations qui ont été faites, puisqu'initialement, c'était une formation de 3 jours qui était proposée aux animateurs. PSFP français propose une formation de 5 jours. C'est un programme structuré. Il y a 14 sessions hebdomadaires de 2 heures qui proposent 1 heure des activités pendant 1 heure avec les parents et en parallèle 1 heure avec les enfants de 6 à 11 ans. À la deuxième heure, sont regroupés les parents et les enfants pour travailler en commun les compétences travaillées dans chacun des 2 groupes. Il y a également un suivi qui est réalisé entre les séances, c'est-à-dire que les animateurs appellent les familles pour voir avec elles si elles ont des difficultés à mettre en place certaines activités, si elles ont bien mis en place les activités, et puis s'il y a des retours à faire de manière un peu plus individualisée entre la famille et l'animateur. Donc, les thèmes abordés pendant ces 14 sessions sont la communication positive, les émotions des parents et des enfants, les règles de vie, le stress et la relation aux écrans. C'est un programme qui propose des manuels d'intervention et les activités tournent autour de discussions, jeux de rôle, exercices pratiques et activités à la maison. Donc, comment font en fait les développeurs pour aller vers les parents pour recruter, on va dire, c'est un terme un peu moche, mais pour recruter les parents au programme PSFP. Donc, il y a un groupe de professionnels qui est appelé groupe ambassadeur sur chaque territoire qui est constitué. Ce groupe est formé à la communication autour de PSFP à l'attention des parents. Donc, il y a tout un travail sur l'argumentaire individuel et collectif qui est développé. Il y a des outils de communication qui sont mis en place au niveau local, donc des flyers, il y a des messages qui passent dans les radios locales, des articles de journaux dans la presse régionale, le Facebook des communes qui peut aussi servir de relais sur la communication autour de PSFP et l'utilisation des réseaux sociaux. Le CODES 06 a mis en place un site internet qui est Clé parentalité PSFP, sur lequel il y a des capsules en fait de parents qui témoignent de leur expérience autour de PSFP, mais aussi des animateurs qui témoignent et puis des experts sur le champ. Il y a aussi des relais sur le terrain, donc il y a des employés de la commune qui sont directement en contact des familles qui peuvent parler de PSFP aux familles. Les associations de parents d'élèves sont aussi un bon relais, puisque dans certaines communes, une information sur la mise en place de PSFP est diffusée via les carnets de liaison de l'école. Voilà, il y a une communication entre pairs qui est faite, et puis des réunions collectives qui sont organisées et dans lesquelles des témoignages de parents qui peuvent venir raconter leur expérience sur PSFP. Le constat sur le terrain, c'est que la mobilisation des parents passe principalement par le contact direct avec eux. En fait. Les animateurs et certains membres du groupe réalisent ce travail de terrain qui se révèle très efficace. C'est en fait cette approche individualisée, l'intérêt qu'on porte à la famille et l'information sur PSFP venant d'un professionnel de confiance que le parent connaît, facilite la mobilisation et l'adhésion au programme. Les équipes signalent toutefois qu'il semble plus facile de mobiliser les parents de plus jeunes enfants, donc pour le PSFP 3-6 ans, que les parents de 6-11 ans. C'est peut-être une population qui est plus en questionnement et en recherche d'informations quand on a de jeunes enfants. Donc, voilà. Donc ça, c'était un peu une présentation de PSFP. Maintenant, je vais vous présenter l'évaluation de PSFP, la méthodologie. Donc, c'était une étude quasi expérimentale avec un groupe intervention PSFP et un groupe contrôle auquel on a remis un livret de conseils. Il y a eu 3 temps de mesure, donc avant l'intervention, juste après les 14 séances, dans un délai d'1 mois après les 14 séances, et 6 mois après, donc on est sur du moyen terme, avec un recueil d'informations par questionnaire via téléphone, questionnaire qu'on adressait bien sûr aux parents, mais avec quelques questions aussi qu'on adressait aux enfants sur leur bien-être, leur ressenti bien-être et leur satisfaction vis-à-vis du programme.
Et il y avait aussi un recueil d'informations via une plateforme informatique qui était destinée aux animateurs qui pouvaient saisir les activités réalisées lors de chaque session et l'assiduité des familles. La taille de la population, c'était environ 310 familles recrutées, 186 familles dans le groupe intervention et 122 dans le groupe contrôle. On avait de nombreux indicateurs. Donc, concernant les indicateurs d'évaluation d'efficacité, on a recueilli le bien-être des enfants via une échelle qui s'appelle le Kindle Air. L'indicateur principal d'évaluation était le SDQ, qui regroupe plusieurs dimensions autour du trouble du comportement, de l'hyperactivité, des troubles émotionnels, troubles relationnels avec les pairs et les comportements prosociaux des enfants. On a aussi recueilli le temps passé devant les écrans par les enfants. Et les indicateurs concernant le parent portaient sur le GHQ-12, donc c'était sur l'anxiété, le stress du parent, et sur une échelle d'évaluation des pratiques parentales qui s'appelle l'APQ, autour de plusieurs dimensions, donc les pratiques éducatives positives, la supervision, l'engagement du parent et la discipline incohérente. On avait également des indicateurs d'évaluation de processus assez classiques, comme l'assiduité des familles, la fidélité d'implantation du programme et la satisfaction des familles. Donc, les résultats de l'évaluation, je passe rapidement sur les méthodes statistiques utilisées. Je vais aller directement sur les résultats. J'ai mis en bas la synthèse dans laquelle sont détaillés tout ce que je viens de dire, plus des éléments plus méthodologiques pour ceux qui ça intéresse. Donc, à un mois, on a eu des effets qui sont significativement différents dans le groupe PSFP. Un mois après la fin du programme, donc sur le bien-être de l'enfant, tel que déclaré par lui-même, l'hyperactivité, le trouble du comportement de l'enfant, l'engagement parental et la santé mentale des parents. Ces effets se sont maintenus à moyen terme sur le bien-être de l'enfant et les troubles du comportement. L'évaluation de processus, on a recueilli une bonne assiduité des familles, puisque les familles ont suivi en moyenne 10 séances sur 14, avec une médiane à 12 séances. La fidélité était excellente, 91% des activités prévues ont pu être réalisées par les animateurs et 97% des parents ont déclaré que le programme avait aidé leur famille. Donc, il y a des limites, il y a un biais vis-à-vis du groupe contrôle puisque on leur a remis un livret. Donc, ils ont aussi progressé sur certains indicateurs, ce qui limite un peu les résultats de l'évaluation. Mais tout ça est expliqué, je ne vais pas revenir là, je pourrais y répondre, mais tout ça est expliqué dans la synthèse, dont la citation est citée voilà, en bas de la diapo. Voilà, pour PSFP, je m'arrêterai là. Merci Linda. Est-ce qu'on a quelques éléments sur les clés de réussite du programme? Est-ce que vous avez pu recueillir des éléments là-dessus? Alors, oui, alors je ne suis pas la mieux placée pour y répondre, mais je vais essayer d'y répondre, parce que moi, je suis sur l'évaluation du programme. Mais en tout cas, des retours que j'ai de mes collègues du CODES 06, il y a un gros travail, ce que je disais, hein, de communication autour du programme qui est fait en amont. C'est un programme qui est développé dans des quartiers. Donc, les familles connaissent les professionnels qui travaillent dans ces quartiers, donc il y a une relation de confiance. Et sur les clés sur les clés de réussite vraiment du programme en lui-même, je sais que, par exemple, donc les familles avec enfants de 6 à 11 ans, certaines familles peuvent avoir des enfants plus jeunes. Et donc, en fait, il y a un système de garderie qui est proposé pour les enfants, pour la fratrie, en fait, des enfants qui participent à PSFP. Donc ça, c'est une clé de réussite certaine, puisque du coup, les familles sont disponibles pour venir assister aux 14 séances, c'est quand même énorme. Ça dure 2 heures. Et puis, il y a aussi un goûter d'accueil avant chaque séance également. Donc, un lieu convivial où les parents peuvent discuter avec les animateurs entre eux, les enfants peuvent jouer entre eux. Voilà. Donc, c'est un peu les éléments dont j'ai en ma possession. Je crois que Agnès Paris est connectée, donc elle a sûrement des éléments plus Tout à concrets fait. à… Elle complète en précisant qu'il y a la formation et la posture des animateurs et des tuteurs aussi
des tuteurs de résilience dans les clés de réussite. Et ça rejoint aussi, je trouve, ce que vous disiez, les éléments, les ingrédients déployés dans vos jeux pré-parlés qui nous ont été Oui, présentés à l'instant. Merci beaucoup. Alors, je le disais en introduction, on a d'un côté, du coup, cette recherche interventionnelle dont l'évaluation PSFP est un exemple. Et il y a aussi tout un pan de la recherche qu'on peut qualifier de fondamental. C'est le cas des travaux issus de la cohorte ELF qui suit depuis 2011 près de 20 000 enfants qui sont aujourd'hui âgés du coup d'une douzaine d'années. C'est un travail titanesque et très précieux. Morgane Kitzmann, donc vous êtes chercheur à l'INED et membre de cette équipe ELF. En quoi consiste cette enquête et à quelles questions ambitionne-t-elle de répondre? Bonjour, merci beaucoup de me donner l'occasion de présenter l'étude ELF. Alors ELF, c'est pour Études longitudinales françaises depuis l'enfance. L'idée, effectivement, comme vous venez de le dire, c'est qu'on va suivre en fait de la naissance jusqu'à leurs 20 ans plus de 18 000 enfants nés en France métropolitaine en 2011. Cela représente, alors ce sont des enfants qui ont été euh, tirés au sort, c'est un tirage aléatoire. L'idée, c'est que ce soit un échantillon représentatif de la population française née en France métropolitaine en 2011. Et l'objectif, c'est de comprendre ce que c'est que grandir et se développer quand on est né en 2011. C'est une enquête qui est pilotée à la fois par l'INSERM et par l'INED, entre autres organismes de tutelle. L'INSERM pour la partie santé et recherche médicale et l'INED pour la partie sciences sociales. Donc, c'est une enquête qui est assez vaste. L'idée, c'est de comprendre comment l'entourage familial, le milieu scolaire, les conditions de vie, les, euh, peuvent influencer en fait sur le développement et la santé de l'enfant. Donc, on a vraiment des questionnements très larges qui portent à la fois sur des questions de santé, mais aussi sur des questions de des caractéristiques socio-économiques des familles. Et en fait, c'est une enquête qui va mobiliser énormément de chercheurs d'horizons divers. Donc, moi-même, je suis sociologue démographe, je fais partie de l'équipe projet, mais derrière, on mobilise une grande communauté de chercheurs qui vont de la sociologie, de la démographie, aux sciences de l'éducation, à la psychologie, à la santé et à l'environnement. Concrètement, comment se déroule l'enquête? En fait, on a au fil de l'avancée en âge de l'enfant et au fil du temps passé avec les familles, on a différents protocoles qui ne sont pas les mêmes, qui ne se répètent pas forcément. Donc, à la naissance, par exemple, on avait un entretien avec la mère, à la fois pour avoir son consentement pour participer à l'enquête, et puis pour avoir une première salve de questions qu'on lui posait sur ses caractéristiques socio-économiques. On a fait quelques échantillons aussi de cordons ombilicaux. On a placé des capteurs de poussière dans les domiciles. Et par la suite, en fait, on a eu plusieurs interrogations. Dans un premier temps, des parents, puis des enfants. Les interrogations sont plus resserrées au début de la cohorte, dans les premières années, puis s'espace de plus en plus. Donc, par exemple, dans les premiers mois, on a eu des questionnaires par téléphone sur l'alimentation qui sont posés aux parents. On a eu des questionnaires à 1 an, à 2 ans et à 3 ans et demi avec des enquêteurs qui sont passés chez les familles pour poser des questions, pour également faire passer des tests à certains tests aux enfants. Donc, on fait des jeux avec l'enfant, on récolte des échantillons biologiques. Les enfants ont été, par exemple, à 10 ans et demi, amenés à faire des prises de sang. Ils ont été amenés à nous donner des échantillons de cheveux. On a une diversité de données qui sont récoltées auprès des familles, mais on a aussi une diversité de données qui sont récoltées auprès d'autres acteurs. On mobilise d'autres acteurs qui sont dans l'entourage de la famille. Euh, Par exemple, les enseignants, donc en maternelle et en classe de CP, on a sollicité les enseignants pour qu'ils fassent passer certains tests auprès des enfants, dont des tests en mathématiques et des tests plutôt côté lecture. L'idée était de pouvoir aussi comparer les enfants de notre échantillon aux autres enfants. Donc, d'autres enfants de la classe de l'enfant ELF ont été aussi amenés à passer ces tests. Plus récemment, pas du tout, dès 4 ans et demi, en fait, on a mobilisé les médecins, on les remobilise encore maintenant alors
pour l'enquête à 12 ans, où les enfants sont amenés à faire des visites chez le médecin, donc chez leur médecin traitant ou ou chez leur chirurgien dentiste, et les médecins sont amenés à faire passer certains tests qu'on propose aux enfants, et nous récoltons, nous, ces données pour les traiter. Donc, il y a à la fois un grand recueil de données qui sont récoltées auprès des familles, mais aussi auprès d'acteurs connexes des familles. Et donc, l'idée, c'est de répondre à un grand panel de questionnements. Par exemple, à quel âge il faut diversifier l'alimentation, quels sont les effets du mode d'accueil sur le langage, quelle est l'influence de l'informatique sur le développement physique et intellectuel de l'enfant. Donc, l'idée de elle, c'est vraiment qu'on a un panel très large de questionnements et d'essayer de répondre vraiment à cette question très générale qui est, quand on est né en 2011 en France, comment grandit-on et comment se développe-t-on? Merci, c'est absolument incroyable cette enquête et du coup c'est une base de données, j'imagine, d'une richesse euh, considérable. Il y a beaucoup de travaux qui sont menés à partir de ces données. Quels sont les principaux enseignements sur les inégalités langagières notamment et leurs déterminants, ou plus globalement, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Donc, effectivement, l'enquête est très vaste, et là, les questionnements que je viens de vous exposer sont qu'une partie des questionnements que se posent les chercheurs. Pour faire écho un petit peu à ce qui a été présenté dans les différentes tables rondes, je peux effectivement vous parler du langage. On a pas mal de résultats qui portent sur le développement précoce du langage. Le point de départ souvent de ces travaux, alors je vais notamment citer ma collègue Lydia Panico qui a fait beaucoup de choses dans ce domaine-là, mais ce n'est pas la seule. Donc le point de départ en fait de ces travaux-là, c'est la courbe que vous connaissez peut-être, qui est la courbe à gauche, qui est la courbe de l'économiste Ekman, qui montre le rendement des investissements en fonction de l'âge. Alors, je vais essayer de préciser un petit peu les choses. L'idée, c'est que le présupposé de départ, c'est que les inégalités se forment dès la plus jeune enfance et ne font que croître au fil de temps. Donc, l'idée derrière, l'idée sous-jacente, c'est que des politiques publiques efficaces pour réduire les inégalités devraient cibler prioritairement la petite enfance, c'est-à-dire au moment où se forment les inégalités. Et pourquoi? Parce que, en fait, les investissements qu'on fait pour la petite enfance seraient beaucoup plus efficaces pour contrebalancer ces inégalités que les investissements qui seraient faits plus tard. Donc, l'idée d'Ekman, c'est bien derrière de dire qu'il faut investir dans des programmes plutôt pour les jeunes enfants et les très jeunes enfants, donc de 0 à 6 ans, voire même de 0 à 3 ans, plutôt que dans le post-études, dans la formation à l'âge adulte, où là, ça va être beaucoup plus dur, on va devoir avoir beaucoup plus d'investissements pour compenser des inégalités qui sont déjà très grandes et pour les compenser seulement peu. Donc, voilà le point de départ. Et pour vérifier un petit peu ce postulat qui a été formulé notamment dans le cadre américain, on a pu mobiliser les données ELF notamment pour regarder ce qui se passait du côté des inégalités langagières. Donc, mes collègues Sébastien Grosbon, Lydia Panico et Anne Solaz ont remarqué que le développement du langage des enfants, il est marqué dès 2 ans par un fort gradient socio-économique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on regarde le volume lexical, donc dans ELF, on utilise notamment, on a à 2 ans une question qui porte sur le volume lexical des enfants. Combien de mots l'enfant peut dire parmi une liste de 100 mots qui sont proposés aux parents? Donc, c'est le McArthur, le score McArthur, qui est sur 100 points. Et on essaie de voir si l'enfant a un volume de vocabulaire plus ou moins important à 2 ans. Et on remarque que ce volume de vocabulaire, en fait, il varie vraiment selon le niveau socio-économique des parents. Donc, plus les parents sont diplômés, plus l'enfant a un volume lexical élevé. L'idée, c'est que donc, entre les ménages plus favorisés et les ménages les moins favorisés, il y a des différences, y compris lorsqu'on ajoute des variables de contrôle comme les pratiques parentales, et notamment lorsqu'une partie des disparités qu'il y aurait entre les familles serait due au mode de garde et au mode d'accueil. Donc, la poursuite naturelle de ce travail a été de regarder ce qui se passait, par exemple,
selon le mode de garde, quel était le développement langagier des enfants selon le mode de garde. Et on s'est rendu compte que le développement les enfants qui allaient en crèche avaient en fait de meilleurs scores de développement. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails statistiques, mais l'idée, c'est que la crèche a un effet positif pour le langage des jeunes enfants. Euh, le langage n'est pas que le seul indicateur de développement, donc il a été comparé à d'autres indicateurs de développement comme le développement moteur. Donc, est-ce que l'enfant a marché avant ses 18 mois? Est-ce qu'il a enfilé ses chaussettes? Est-ce qu'il mange seul ou avec une cuillère? Est-ce qu'il boit seul? Est-ce qu'il pédale sur un tricycle? Et on voit que on a dans le domaine de la motricité des résultats moindres. Les résultats sont encore plus positifs quand on compare les enfants qui sont à la crèche par rapport à ceux qui sont gardés par par leurs parents, pardon. Par contre, on a une comparaison qui est toujours positive, on a un lien qui est toujours positif, mais qui est plus faible quand on compare les enfants qui sont gardés en crèche par rapport à ceux qui sont gardés par une assistante maternelle. Donc, on a des effets des modes de garde qui sont plus ou moins forts selon avec quel mode de garde on les compare. Dans le travail plus récent que j'ai mené, on voit qu'il y a un effet, par exemple, positif d'être gardé par ses grands-parents par rapport au fait d'être gardé par les parents, mais que être gardé par les grands-parents aura un effet plutôt négatif par rapport au fait d'être gardé en crèche ou par une assistante maternelle. Donc, l'idée de ces travaux, c'est bien de se dire que, enfin, en tout cas, une des conclusions de ces travaux, c'est de voir que le développement précoce du langage est considéré comme un indicateur de maturité scolaire. Je développe un petit peu juste cette notion. C'est d'une part que les parents investissent pas mal dans le langage pour préparer leur enfant à l'école. Donc, c'est en ce sens-là que les parents perçoivent eux-mêmes le langage comme un indicateur de maturité scolaire. Mais aussi, quand on le regarde avec des indicateurs qui sont disponibles dans le ELF, à 3 ans et demi, on regarde une autre échelle qui est le British Ability Scale, donc il y a une échelle qui est validée, qui est largement utilisée pour évaluer les capacités de résolution de problèmes ou de raisonnement non verbal des enfants, pardon, je vais y arriver. Et on voit qu'il y a un fort lien entre ce volume lexical à 2 ans et les compétences cognitives qu'on mesure à 3 ans et demi, au moment où l'enfant est entré à l'école. Donc, il ne faut pas oublier que là, je vous parle essentiellement du langage, mais effectivement, on est sur des développements de l'enfant qui sont multidimensionnels. Donc, ce qui se passe dans le langage n'est pas forcément valable pour le développement moteur ou pour, par exemple, d'autres capacités cognitives ou non cognitives des enfants. Et l'environnement de l'enfant reste multidimensionnel. Donc, je vous parle de crèche, d'assistante maternelle. La question, c'est aussi de comprendre quelles sont les interactions, quelles sont les choses qui sont faites en crèche ou dans le cadre familial qui font qu'on a un développement du langage qui est favorisé ou non. Merci beaucoup pour ces éclairages absolument passionnants et très importants pour nos interventions. Linda Lasper, on l'avait annoncé dans le programme, vous lancez aussi une grande enquête, en partenariat d'ailleurs, il me semble, avec l'UNED, sur les déterminants du vécu et des pratiques parentales. Est-ce qu'en 2 minutes, vous pouvez nous en présenter les grandes lignes? Oui, bien sûr. Alors, j'ai préparé un diaporama, même chose. Du coup, il y a tous les éléments, pas tous les éléments, mais beaucoup d'éléments. Donc, je peux passer très vite sur certains points et voilà. Donc, il y aura une trace dessus. Voilà. Du coup, c'est l'enquête EVAN alors c'est un acronyme un peu tiré par les cheveux, mais c'est sur une étude une étude nationale qui porte sur le vécu et les pratiques parentales auprès de parents d'enfants de 0 à 2 ans, et pour le moment, juste en France métropolitaine. Hop, du coup, alors, on aura un échantillon représentatif de parents, donc on aura 5000 pères et 5000 mères d'enfants de 0 à 2 ans dans l'échantillon. Tiré à partir des bases de la CNAF, qui est une base qui est 95% représentative des parents qui résident en France. Donc, les objectifs des BAN sont de décrire et d'analyser les déterminants du vécu et des pratiques parentales des mères et des pères,
pour identifier ces déterminants associés au vécu et aux pratiques parentales, afin de disposer d'une connaissance plus fine sur les environnements des parents, donc environnement de travail, logement, ressources, soutien social, etc. Je vais développer un peu plus loin. Comprendre les relations et les effets de ces déterminants sur le vécu et les pratiques parentales, et donner des clés de référence et des clés de compréhension aux professionnels de la petite enfance et ceux qui sont en contact avec les parents. Donc, je passe vite là-dessus. On a un comité, on a plusieurs comités. Je mettais juste cette diapo parce qu'on a travaillé aussi avec un comité d'interface périnatalité de Santé publique France qui est constitué de professionnels de la petite enfance et des représentants des usagers, pardon, qui nous ont aidés sur des questions usage des services. Donc voilà, il y a des questions qui ont été travaillées avec des professionnels de la petite enfance. Rapidement, c'est une enquête qui se base sur un modèle théorique repris d'une enquête québécoise que Carl Lacharité a menée, qui combine différents éléments, donc les définitions des 3 dimensions de la parentalité de Didier Houzel et Catherine Selnay, le modèle écosystémique de Bronfenbrenner, qui a été repris par Belksi et Jaffe en 2006, puisque Belksi a ajouté au modèle écosystémique de Bronfenbrenner les déterminants qui sont propres à l'enfant, en fait, les caractéristiques propres à l'enfant qui peuvent venir jouer sur le vécu et les pratiques parentales. Dans le rectangle bleu, je vous ai mis les différents. En fait, on cherche à avoir des informations, des indicateurs sur le vécu des parents et sur les pratiques parentales. Je détaille un petit peu ce qu'on entend par vécu des parents et pratiques parentales. Et en fait, ces 2 dimensions vont être influencées par l'environnement dans lequel vivent les parents. Donc, on va être influencés par les caractéristiques sociales et contextuelles, mais elles vont aussi être influencées par les caractéristiques propres du parent. Donc, événements de vie négatifs vécus pendant l'enfance ou événements de vie positifs sur sa santé mentale, sa santé en général, aura un impact sur son vécu et sur les pratiques parentales. Les caractéristiques de son enfant également peut jouer sur le stress du parent. Donc, en fonction, il y a des données qui montrent en fonction du sexe, de l'âge, mais surtout en fonction de la santé de l'enfant, de sa santé et du tempérament de l'enfant. Et puis, bien sûr, il y a des caractéristiques de conditions de vie un peu plus proximales, comme la situation familiale, le logement, le type de logement, les conditions de travail, donc horaires atypiques, horaires décalés, qui peuvent jouer sur le vécu et les expériences parentales. Également la situation économique perçue et puis des informations sur la littératie en santé. Donc, c'est présenté de manière très rapide, hein, je suis désolée. Alors, du coup, c'est une enquête dans laquelle on a aussi posé des questions sur le besoin en information des parents. Donc, on a 2 questions sur les besoins d'information. Donc, sur quel sujet les parents ont-ils besoin d'information? Donc, je vous les ai listés ici. Donc, grossesse, accouchement, allaitement, émotion des enfants, pleurs des enfants, sécurité, limites et discipline, bien-être et santé mentale des parents, etc. Et aussi une question sur la fréquence de consultation des personnes ou des sources d'informations qu'ils utilisent. Donc, regroupés entre famille, amis, professionnels de santé, livres, brochures, revues, sites d'information généralistes, réseaux sociaux ou sites institutionnels. On pose également des questions sur l'utilisation des services des parents et quel mode de garde ils ont pour leurs enfants. Donc, on demande s'ils ont participé à des activités, donc on les liste également. Donc, les modalités de réponse, oui, j'ai participé à ces activités. Non, parce que je n'en ai pas besoin. Non, mais j'aurais aimé y participer. Et on demande par qui et où étaient organisées ces activités. Et pour le mode de garde, on s'est appuyé sur les données de l'enquête de l'adresse, celui qui s'appelle mode de garde. Donc, on pose la question du mode de garde principal. Était-ce le premier choix? Sinon, quel était le premier choix? Et on demande aux parents s'ils ont eu des difficultés à faire garder leurs enfants quand il y a des problèmes d'organisation.
Donc, à quoi serviront ces questions sur les besoins en information des parents? En tout cas, elles nous serviront à répondre aux besoins exprimés par les parents sur des sujets précis. On pourra mettre en avant des sujets sur le site 1000 premiers jours via les questions du moment. On pourra également développer de nouveaux contenus sur le site 1000 premiers jours et on pourra identifier des sujets qui nous semblent prioritaires en termes de santé publique, mais qui n'auraient pas été identifiés par les parents eux-mêmes. Donc là, on va un petit peu, en gros, comment dire, forcer un petit peu des sujets, comme on pense aux questions sur lien d'attachement et interaction. Sur l'usage des services, c'est de faire un état des lieux au niveau national sur l'utilisation des principaux services que les parents auront utilisés et faire un état des lieux aussi du profil des usagers. Et puis, donc, selon les résultats, on pourra travailler plus sur l'aller vers des populations plus vulnérables avec des professionnels du champ de la petite enfance. Donc voilà, j'ai essayé, j'étais un peu plus longue que prévu, mais Merci Linda. Juste peut-être sur la temporalité, les premiers résultats, quand est-ce qu'on peut espérer? C'est pas tout de suite, puisque là, nous sommes en train de préparer le terrain on va mettre en place une enquête pilote qui aura lieu en janvier, puisqu'on va tester la complexité du tirage au sort, différents protocoles de recrutement des parents. On va aussi tester le questionnaire et certaines questions. C'est un questionnaire qui est estimé à 40 minutes. Il sera passé par via Internet et téléphone. Donc voilà, on va tester tout ça dans l'enquête pilote qui aura lieu en janvier et on vise l'enquête nationale de septembre à décembre donc 2024. Donc des premiers résultats plutôt fin 2024, début 2025. D'accord, merci beaucoup. On enchaîne, on prendra vos questions en fin de table ronde. Claire Denzel et Eve Léana Angot, vous êtes toutes les deux responsables de projet à l'ANSA et vous travaillez en ce moment à la construction d'un programme de prévention des inégalités à partir des enseignements de la recherche scientifique. Vous pouvez nous en dire un mot, comment vous y prenez concrètement pour construire une action de prévention fondée sur les enseignements de travaux scientifiques tels que ceux qui nous ont été présentés. Merci Nelly. Bonjour à tous. Alors, je vais prendre la parole en premier, puis je laisserai Evléana Angot présenter effectivement le travail de mise à jour de notre base de projet avec des bonnes données d'évaluation dans la foulée. Donc, effectivement, je suis responsable de projet à l'ANSA et je voulais juste vous resituer peut-être en introduction et rapidement parce que je sais qu'il y a des questions et on va être tous très frustrés si on n'a pas le temps de partager aussi sur les questions des participants. Mais vous resituer en quelques mots des exemples, des illustrations de la manière dont on s'y prend à l'ANSA pour faire de la valorisation de la recherche et aussi la valorisation des expertises des acteurs de terrain. Et on est vraiment toujours à la croisée et dans un aller-retour entre ces deux zones d'expertise-là. Donc, vous l'avez compris, on a d'abord commencé à travailler sur la petite enfance dans une fonction ressources tremplin pour des projets déjà bien évalués à l'époque par les Bambins, donc en 2016 et Jeux d'enfants. Deux projets bien évalués avec un impact clair et aussi des manières de faire assez standardisées, assez normées. On savait comment s'y prendre, on avait bien tracé dans les évaluations réalisées comment faire pour atteindre ces impacts. Donc c'est d'abord sur ce travail-là qu'on a été mobilisé à l'ANSA, de déploiement d'approches qui avaient été expérimentées, de voir dans quelle mesure on pouvait bien obtenir les mêmes résultats en étendant un premier cercle ces approches expérimentales bien évaluées. Donc ça, c'est une des manières dont on va pouvoir travailler avec des acteurs de la recherche, partir de constats recherche fondamentale tels que Monsieur Kitzman vient de les présenter, typiquement les données de base sur le fait qu'on peut intervenir plus on intervient tôt, plus on a d'impact. Voilà, des choses assez indispensables pour étayer nos constats de départ et corroborer ce que vont nous dire les acteurs de terrain qui constatent eux aussi. Ça va être la manière dont on va commencer sur un projet expérimental et puis on va aussi construire ces projets en prenant appui, alors soit sur des expérimentations très bien stabilisés, comme par les Bambins Jeux d'enfants, soit sur des projets qui ont apporté des données probantes et qui répondent en partie aux besoins. Et puis on va essayer d'assembler un petit peu ce qu'on trouve dans différents projets qui ont déjà un premier niveau d'évaluation et qui permettent de construire un pilote à notre main. Donc ça, c'est l'autre manière de travailler avec des données recherche et des données d'évaluation.
c'est qu'on va regarder côté recherche, plutôt recherche interventionnelle. Annelise faisait cette distinction dans son introduction entre recherche fondamentale et recherche interventionnelle. On va essayer de prendre appui sur ces projets pour voir en quoi ils peuvent nous aider à construire des pilotes qui répondent à des besoins sociaux identifiés et remontés par des équipes de terrain. Ça, c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui sur Jouer à grandir. Jouer à grandir, c'est une action de prévention des inégalités qui va prendre la forme d'une recherche-action en 2024 qu'on porte et qu'on construit avec nos partenaires historiques avec lesquels on partage des constats de longue date et qui ont déjà monté des actions avec nous sur la prévention des inégalités langagières et qui ont envie d'avancer sur cette question du jeu comme une accroche intéressante pour renforcer le travail entre les professionnels et les familles. Voilà, donc on part de là, on part de cette question qui est de voir comment on peut avoir une action, une accroche renforcée, facilitée vers les familles et la diversité des profils de famille. Et pour ce faire, on construit cette action en mettant à jour notre connaissance de ce que dit la recherche sur le sujet et en particulier ce qu'on trouve dans la recherche interventionnelle. Donc, je vais laisser Evléana peut-être vous présenter tout simplement ce qu'on est en train de mettre à jour pour cette recherche-action qui se lance début 2024. Voilà, je te passe la parole, Eve, je pense que ce sera plus parlant. Marche, oui, merci beaucoup, Claire. Effectivement, peut-être que pour que ce soit un peu plus concret, je vais vous parler un petit peu de cette, disons, base de données ou de projets probants qu'on essaie de mettre à jour actuellement et pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Donc, c'est une veille qu'on a voulu très cibler au vu des défis qu'on a repérés dans nos projets sur le terrain. Donc, ce n'est pas une revue de littérature avec une méthode de relevé systématique des articles sur le sujet, etc., mais plutôt quelque chose de très ciblé sur ce qu'on fait remonter du terrain, comme disait Claire, à la croisée entre cette expertise terrain et l'expertise de la recherche, pour essayer du coup ici de voir comment prévenir les inégalités, cibler l'ensemble des familles dans toute leur diversité et faire évoluer leurs pratiques in fine. On croise pour cela un certain nombre de sources depuis 2016, donc au moment où on a créé cette base. On consulte les centres de preuves, on cible des ressources clés, des revues de littérature qui peuvent nous être transmises par différents partenaires chercheurs, le GIPA, l'ENS, l'UNADREO, Sciences Po aussi. On a pu travailler avec un groupe d'étudiants notamment pour compléter cette base de données et cette sorte de revue de littérature. On s'inscrit aussi dans des réseaux d'innovateurs et d'expertise comme Occitadis qui a été mentionné dans la première table ronde, aussi l'UNADREO qui nous permettent d'enrichir cette base, les journées Santé publique France, les travaux de think tanks comme Vers le haut par exemple, ou encore ceux de projets professionnels comme les orthophonistes d'Abojeux Préparés, ou les porteurs de projets, des projets sélectionnés dans le cadre de l'AMI Accueil pour tous, qui sont autant de sources très intéressantes pour nourrir cette base de recherche, du coup, plutôt interventionnelle. C'est une base qu'on va vouloir utiliser pour aiguiller ensuite notre action. C'est pour ça que voilà, on l'a mis à jour récemment pour le projet, enfin la recherche-action Jouer à grandir. Je peux vous présenter rapidement en partageant mon écran à quoi ça ressemble pour que vous vous fassiez une petite idée. Donc voilà, c'est un tableau Excel relativement simple. C'est un outil interne pour le moment, comme vous pouvez le voir à la présentation, puisque c'est vraiment pour un usage pour nos projets pour le moment, avec quelques catégories clés informations clés qu'on essaie de recenser sur les projets, donc le nom du projet, les âges des enfants ciblés, le public cible si c'est un type de famille particulier qu'on essaye de viser, en quelques lignes la définition du projet, son impact, et on essaye aussi dans cette catégorie d'évaluer un peu la robustesse de l'évaluation. Est-ce que c'est de l'essai contrôlé randomisé? Est-ce que c'est des études quasi expérimentales ou plutôt des études plus qualitatives? Puis ensuite des informations sur le lieu, où est-ce que ça a été mené et quelques éléments d'analyse. Donc voilà, c'est un tableau relativement simple qui va nous aider ensuite à le traduire en support de travail qu'on essaie de mobiliser sur nos sites ou dans nos projets pilotes comme le projet Jouer à grandir qui va être mené sur différentes régions. Le but avec cette base, c'est d'identifier du coup des pratiques, par exemple, déployées envers les bénéficiaires, comme les parents, qui peuvent être utiles, qui ont été prouvés comme étant efficaces pour pouvoir les mettre en œuvre dans nos propres projets, voir quels supports aussi sont les plus utiles pour rejoindre les parents. On a notamment vu la question d'utilisation des vidéos commentées
des interactions parents-enfants qui marchent très bien. Donc ça peut être quelque chose qu'on va mobiliser en s'appuyant sur ces résultats de la recherche interventionnelle. Aussi regarder quelles stratégies pour piloter les projets sont les plus impactantes, les plus intéressantes pour faire venir les familles, etc. Donc voilà, ça nous permet de partir d'un bon niveau de preuve pour engager ensuite un dialogue entre, d'une part, cette recherche interventionnelle et d'autre part, l'expertise des équipes sur le terrain qui sont motivées pour innover en général. Donc, on va aller chercher leurs besoins, échanger sur leurs pratiques quotidiennes, etc. Et ensuite, concevoir in fine un projet à notre main dont on va essayer d'évaluer l'impact comme évaluateur embarqué, comme on dit. Donc, c'est-à-dire qu'on mène le projet et en même temps, on essaye d'en évaluer toute la chaîne de conséquences et in fine l'impact. Et pour terminer sur ma présentation, je vais vous partager un peu, on essaye en plus du tableau pour avoir une vision un petit peu plus claire, d'avoir, hop, je vais vous mettre ça en plein écran, d'avoir une petite synthèse voilà, sous forme de PowerPoint avec une distinction des différents projets probants en plusieurs catégories. Donc, on a 4 principales catégories à laquelle on a ajouté une 5e très récemment. Donc, on a des projets qui vont distribuer des ressources aux parents, des livres, etc. Des jeux pour promouvoir la qualité, les quantités d'interaction avec les enfants et, in fine, prévenir les inégalités. D'autres qui vont se concentrer plutôt sur un contact direct avec les parents via des outils numériques, les SMS, les réseaux sociaux, etc. On a rajouté la question de la sensibilisation ou de la formation des professionnels pour que eux ou elles puissent transmettre aux parents. Vous avez vu avec la mention du parler bambin, etc., que c'est quelque chose qui nous tient très à cœur et qu'on pense être très efficace, même si il y a un peu moins de projets qu'on a pu identifier là-dessus dans le cadre de cette revue. Et ensuite, hop, voilà, 2 autres catégories où il y a un peu plus de projets voilà, qu'on a pu trouver pour le moment avec des interventions surtout directes auprès des familles. C'est notamment le cas de ce qui a pu être présenté avec le projet soutien aux familles et parentalité tout à l'heure et d'autres contacts aussi directs auprès des parents via des réseaux de volontariat avec des pairs qui sont un peu moins testés pour le moment mais qui montrent quand même des résultats assez positifs. Et on synthétise tout ça, parce que voilà, ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble de l'ensemble des projets. Il y a beaucoup de choses qui sont menées dans le domaine. Et ensuite, on essaie un peu de synthétiser toutes les conditions de réussite qui sont identifiées dans la recherche pour ces différentes catégories d'actions. Avec, pour les interventions directes vers les familles, c'est là où il y a effectivement pour l'instant le plus de conditions de réussite évaluées. En termes des ateliers rapprochés, des trames d'ateliers simples et récurrentes. Donc, on a vu que ce que faisaient les orthophonistes d'Avaux Je Préparlé reprenait un petit peu ces conditions de réussite, l'idée d'avoir des modalités de rencontre différentes et qui correspondent aux besoins des parents, d'avoir des intervenants formés, ça c'est quelque chose de très important. Voilà, le contact avec pour la catégorie de la prise du contact des parents via les pairs, on voit aussi que ça marche très bien d'avoir ce contact, enfin cet aller vers les parents qui vont pas toujours, qu'on va pas toujours à les capter autrement. Et puis d'autres conditions de réussite aussi intéressantes sur les distributions de ressources et le contact direct avec les parents qui est pas toujours qui a plein de points positifs pour aller justement les capter quand on n'arrive pas à les avoir en présentiel ou sur le long terme, mais qui a aussi ses limites. Donc voilà, tout ça, c'est une synthèse qu'on espère qui nous sera très utile dans le cadre des projets qu'on mène. C'est des outils qui nous permettent de conjuguer un bon niveau de preuve et en même temps une certaine souplesse dans la conduite de nos projets. Et en prenant appui sur des expertises de terrain et la recherche, on espère que les deux puissent s'enrichir mutuellement et qu'on puisse du coup ancrer tout ça et finir dans les pratiques des professionnels, puis limiter les inégalités auprès des différents enfants qu'on a à notre contact. Voilà. Merci beaucoup, Evléana. Merci, Claire. Je crois qu'on a quelques questions. Alors, plusieurs questions pour Linda Lasber, notamment sur le programme, le PFSP. Pardon. 2 questions. Comment les familles ont-elles été choisies? Est-ce qu'il y avait des critères derrière? Est-ce que c'est un programme qui est développé aussi pour les 3
3-5 ans et quelles sont les perspectives de développement avec éventuellement quels besoins financiers? Alors, c'est comment se recruter les familles. Donc, en fait, un programme qui est développé dans des quartiers prioritaires de la ville. Donc, les familles voilà, résident, pas forcément, mais principalement dans ces quartiers. Les animateurs, les professionnels connaissent les familles, donc peuvent soit proposer aux familles qu'elles connaissent, mais c'est aussi proposé, en fait, via toute la communication que j'ai développée. Ça peut aussi être des familles qui ne sont pas du tout forcément connues des professionnels et qui souhaitent participer au programme, en fait. Donc, il y a un peu deux modes de recrutement, un peu sur volontariat et un peu sur proposé par des professionnels. Et les familles qui ne résident pas dans les quartiers prioritaires de la ville ou dans les quartiers dans lesquels est implanté PSFP peuvent aussi participer au PSFP. Par exemple, je ne sais pas si elles ont eu connaissance de ce programme via l'école. Elles n'habitent pas forcément dans le quartier où est déployé, où est implanté PSFP, mais peuvent toutefois être inclus. Alors, il y a un PSFP qui est proposé pour les enfants de 3-5 ans, qui est en cours de déploiement. Là, c'est le CODES qui se charge de ça. Ensuite, il y avait une question autour de où on en est actuellement sur le déploiement. Merci. Tout à fait. Alors, il y a actuellement 12 régions dans lesquelles sont implantés PSFP. Il y a une liste, ça je pense que c'est plutôt le CODES qui peut répondre à cette question. Et sur le financement, c'est également le CODES qui pourra répondre. Moi, je n'ai pas d'éléments. Ok. Voilà, enfin, je peux dire que c'est subventionné, enfin, les ARS participent au financement, c'est les communes aussi qui prennent aussi en charge des professionnels, en gros, c'est des professionnels de la commune. C'est aussi voilà, des locaux qui appartiennent à la commune, donc la commune a investi dans PSFP. Mais voilà, tout ce qui est financement, je pense que je préfère laisser la parole au CODES. C'est noté. Peut-être parce qu'il nous reste encore 2 minutes pour clôturer cette table ronde, quand même une question qui demandait un peu les recoupements qu'il pouvait y avoir justement entre ELF et entre vos travaux, à vous, différents intervenants, et un peu les perspectives pardon, de la cohorte ELF jusqu'à leurs 20 ans. Est-ce qu'il y a des sujets qui sont particulièrement ciblés? Voilà, je vous laisse voir lequel veut prendre la parole Je peux peut-être juste dire que on a bien connaissance de la cohorte ELF à Santé publique France. On traite certaines données et puis on participe à certains questionnaires. Cependant, il y avait, sur cette tranche d'âge, les 0-2 ans, il n'y a pas de question sur le vécu des parents, sur sentiment de compétence parentale, sur le stress du parent en tant que parent, et pas non plus de questions sur la pression que peuvent subir les parents. Il y a des questions sur les pratiques parentales, certaines questions, mais à ma connaissance, elles n'ont pas encore été vraiment publiées. Enfin, c'est assez partiel. Donc voilà. Donc toute la dimension vécue du parent n'est pas dans ELF en fait. Non, non, je confirme, j'abonde dans le sens, il y a deux choses, c'est qu'effectivement, il y a des ponts qui peuvent se faire et ELF, les enfants avaient quand même 2 ans en 2013, donc on est aussi Et pas aussi, sur la ouais. même temporalité, donc on pourrait envisager des dimensions comparables et effectivement comme malheureusement on est limité aussi sur le temps dont on dispose avec les parents, on ne peut pas approfondir certains aspects, et donc cet aspect plus subjectif, on l'a pas sur le vécu des parents. On a des aspects santé mentale, mais qui sont posés en termes de santé mentale. On a des aspects pratiques parentales, donc quelles sont les activités qui sont partagées entre l'enfant et le parent. Mais effectivement, il y a peut-être en tout cas sur la tranche d'âge, il y a peut-être une zone qui aurait mérité d'être un peu approfondie et donc Ouais. donc
Donc, Et je voudrais ajouter que dans notre comité d'appui thématique, je suis passée rapidement sur la comitologie, il y a Lydia Panico qui fait partie de notre comité. Donc, on a des liens avec la cohorte ELF. Il y avait aussi Marie-Aline Charles mais bon, qui a un petit peu plus participé. Mais enfin, voilà, on a des liens avec les membres, les chercheurs de ELF. Merci. Est-ce qu'on prend une toute dernière question ou est-ce qu'on s'achemine vers la conclusion? La dernière question, alors peut-être sur, en tout cas, il y a une question sur le financement, mais on a bien compris la réponse de Linda Lasber. Quels sont donc les prochains protocoles d'évaluation auprès des enfants de la cohorte ELF jusqu'à leurs 20 ans? Peut-être pour Monsieur alors, Kessler. sur ELF, il y a toujours, on fonctionne toujours en 2 temps, c'est-à-dire qu'il y a un petit échantillon de 200-300 personnes enfin de 200-300 enfants qui constituent les pilotes, et donc qui ont déjà 15-16 ans et sur lesquels on est déjà en train de préparer les futures vagues. Donc, ELF, actuellement, il y a pour la cohorte nationale, il y a une enquête médecin traitant et chirurgien dentiste qui est menée. Donc là, c'est une visite médicale qui est faite en collaboration avec la CPAM. Et dans les perspectives qui sont faites, c'était de savoir justement ce qui se passait à l'adolescence, donc à la fois des questions. Alors, l'enfant va être amené à faire des automesures de taille, de poids, etc. Mais il y a aussi des questions sur son vécu scolaire, sur sa perception, sur son estime de soi, éventuellement sur des choses qui commencent à émerger en termes de santé, donc de la consommation de cigarettes, éventuellement de drogue et d'alcool. Donc, il y a des questions qui sont posées en ce sens-là. Ce qui va notamment changer dans ELF pour les prochaines étapes, ça va être la façon dont on interroge les enfants. Là, on va pouvoir plus directement interroger les enfants, c'est-à-dire qu'on n'est plus, enfin, on va pouvoir s'adresser directement à eux et on n'est plus obligé de poser les questions aux parents pour avoir des informations sur les enfants. Même légalement, se passer un certain âge, ils pourront nous donner des réponses et refuser que les parents voient les réponses données, ce qui nous permettra peut-être d'avoir des choses, enfin, un recueil plus pertinent sur certains aspects. On passe aussi pas mal sur des enquêtes en ligne, donc qui vont peut-être plus facilement toucher des enfants. Enfin, on va pouvoir euh, enfin, ce sera peut-être plus en adéquation avec la façon dont les enfants participent à des enquêtes plutôt que des enquêtes en face à face au domicile qui sont très lourdes en logistique. Là, avec l'émergence des smartphones et des tablettes, on va pouvoir directement s'adresser aux enfants et être en concordance avec leurs pratiques. Et la dernière chose, c'est qu'on essaye un tout petit peu de faire dans le participatif. Et donc, dans les enquêtes pilotes, là, on essaye de proposer aux enfants de eux-mêmes faire émerger des thématiques qu'ils voudraient eux-mêmes connaître sur les enfants du national, donc de l'enquête générale. Et donc, peut-être que des thématiques dont on n'a pas idée, que les chercheurs n'ont pas fait émerger, vont émerger là dans les prochains mois. Merci beaucoup pour ces précisions. On a quelques réponses qui restent, enfin questions, pardon, encore une fois, qui restent en souffrance, mais les collègues essayent de répondre dans le chat. Voilà, le sujet reste ouvert et on peut poursuivre les échanges de manière ultérieure à ce webinaire. Je vais prendre 2 minutes pour essayer une conclusion à ce webinaire qu'on avait intitulé « Expérimenter pour mieux prévenir les inégalités de la petite enfance », parce qu'il nous semble que les défis sur le sujet et les apprentissages, la recherche nous font qu'il y a toujours un enjeu qui est toujours d'actualité à être dans cette dynamique d'expérimentation, de recherche de solutions, d'innovation. Alors, pour rester dans l'innovation, ça suppose des moyens financiers, mais aussi du temps. Hein. Nos intervenants, Violaine Paille, le docteur Gérard notamment, l'ont évoqué à plusieurs reprises, c'est se donner le temps de voir des effets sur le moyen, long terme, mais aussi le temps de la conception des actions, des réajustements, le temps et les moyens de l'évaluation, de la capitalisation. Et cette capitalisation, elle prend aussi tout son sens et son intérêt quand elle se fait de manière transversale entre différents territoires, entre différents acteurs qui innovent.
Et on espère que ce type de webinaire contribue à ce partage d'expériences, des enseignements de tous ceux qui se testent sur le sujet. Alors, je retiens quatre enseignements de manière tout à fait partielle et partielle pour conclure ce webinaire. Et je ne reprends pas tous les enseignements très concrets et très bien illustrés par nos intervenants sur les leviers d'accompagnement des enfants, des familles et sur le développement langagier notamment, mais plutôt sur le côté expérimentation. Alors d'abord, l'expérimentation dans la prévention des inégalités, elle nécessitait un portage politique et un relais technique fort, des financements stables, nous rappeler les intervenants pérennes et puis si possible autonomes pour justement garantir cette pérennité. Le deuxième enseignement, c'est peut-être l'idée que l'expérimentation, elle doit partir du besoin des familles. Juliane Guidera, elle évoquait nos biais de représentation avec l'exemple du bain plutôt que de la toilette. Donc voilà, autant que possible, associer les familles, les enfants, les acteurs de terrain, tant dans les interactions, lors des accompagnements, mais aussi dès la conception des solutions de l'innovation. Troisième enseignement que je retiens, c'est l'enjeu d'embarquer les partenaires d'un territoire. La première table ronde l'a bien illustré avec l'idée de penser un processus d'accompagnement dans tous les milieux de vie des familles, et y compris au domicile, avec des solutions peut-être dématérialisées pour avoir cet impact durable voilà. Et on a vu dans ce rôle de dynamique territoriale le rôle majeur des collectivités comme acteur central dans la vie des familles et aux côtés, bien sûr, des autres acteurs du territoire, que ce soit la CAF, mais aussi l'éducation nationale, les acteurs de la culture, du loisir, par exemple. Et enfin, peut-être le quatrième enseignement, si l'expérimentation, elle se construit en réponse à un besoin situé dans le temps sur un territoire auprès d'un public spécifique, elle doit être conçue au regard des enseignements de la recherche qui est menée le plus souvent dans d'autres contextes. Et donc, ça nécessite à la fois un travail de diffusion, d'accompagnement à l'appropriation des travaux, mais aussi un temps d'adaptation et un équilibre à trouver entre un standard et des ajustements nécessaires et par exemple la charte mise en œuvre sur Montpellier pour favoriser l'appropriation par tous les professionnels du territoire. C'est un exemple intéressant voilà, cette nécessité de cet équilibre entre standardisation et adaptation. Et peut-être en ouverture, voilà, de remercier nos intervenants, en particulier les intervenants de la troisième table ronde et les travaux de recherche très intéressants qui se montent et qui vont nous donner matière à réfléchir pour penser les interventions de demain. Merci à tous nos intervenants, à l'ensemble des personnes. Vous étiez 200, je crois, à suivre ces échanges ce matin. Merci à toute l'équipe ANSA aussi d'avoir participé à la construction de ce webinaire, au soutien. Vous avez vu les intervenants ANSA et les animateurs, mais il y avait aussi Salomé Liard qui nous a aidé sur la partie communication et Léa Pinero qui était sur toute la partie technique du webinaire. On va vous proposer le replay et le compte-rendu de cette matinée dans les prochains jours. Merci à tous. Et au plaisir de vous retrouver sur des projets qui vont encore nous occuper ces prochaines années.